Bonjour à tous, on va commencer la conférence. Alors, avant d'attaquer les dossiers, déjà quelques petits conseils pour démarrer, et je vous en donnerai d'autres à la fin quand on commencera à en avoir un petit peu plein la tête de la conférence. Premièrement, méfiez-vous de l'imagerie, il y en a de plus en plus dans les dossiers qu'on voit passer, qu'on écrit, etc. Ces imageries, elles ne sont pas forcément très difficiles, mais il faut les aborder de la bonne façon. Je vais vous expliquer un petit peu tout au long de la conf comment raisonner devant une imagerie. Deuxième point, attention à tout ce qui est physio, sémio, anat. Il y a de plus en plus de questions sur ça également. C'est pas forcément des questions en mode P1, truc pointu, mais de plus en plus des QCM classiques qui sont un petit peu modifiés pour sélectionner les gens qui ont compris versus ceux qui ont juste appris par cœur. Donc attention, quand vous revoyez vos items, quand vous faites vos dossiers, il faut vraiment bien comprendre les notions. La sémio, idem, attention, c'est ce qui a le plus augmenté entre l'ancien ECN et ce que vous passez vous. Comme question, ça a été multiplié par 4. L'imagerie aussi, bien sûr, a beaucoup augmenté. Donc, attention à toutes ces notions-là. Et on reviendra sur quelques petits points à la fin. Aujourd'hui, on va voir 3 dossiers avec une petite situation clinique supplémentaire. Vous verrez que dans le diapo, je vous ai mis de temps en temps plusieurs bonus que je saute pendant la conf, mais c'est pour vous les ayez quand vous venez sur la conf. Et on va attaquer le premier dossier. Alors, premier dossier sur un thème très à la mode, très tombable, pancréatite, avec les imageries qu'il faut absolument savoir reconnaître et maîtriser. Je relis rapidement l'énoncé. Lors de la visite du service, vous examinez un patient qui a 45 ans. Il a présenté une pancréatite aiguë il y a 72 heures. Et première question, quelles anomalies un scanner sans injection va vous aider à mettre en évidence, préférentiellement par rapport à un scanner injecté. Je vous rappelle que dans la pancréatite aiguë, on fait un scanner sans et avec injection. Eh bien, on peut vous demander pourquoi il faut faire le sang et pourquoi il faut faire celui avec injection. Et on peut également vous demander ce qu'on va y trouver dessus. Qu'est-ce qu'on va rechercher? Alors, ici, il y a un truc à avoir en tête, très simple, c'est que sur un scanner abdominal sans injection, pour faire simple, tout est gris. Et donc, les seules choses que vous allez voir, c'est ce qui est spontanément blanc, ce qui est spontanément hyperdense. Pour les ECN, il y a 3 choses à savoir cocher. 1, les calculs. On peut très bien avoir un calcul biliaire, même si on ne voit pas tous les calculs biliaires au scanner, mais s'il est calcifié, on le verra. 2, les calcifications de pancréatite chronique calcifiante. Et 3, les remaniements hémorragiques. Je vous rappelle que les remaniements hémorragiques, c'est spontanément hyperdense. Si vous avez une pancréatite nécrotico-hémorragique, eh bien, vous aurez des remaniements hémorragiques. Alors, on pourrait rajouter, il y a d'autres choses, il y a les calcifications vasculaires, etc. Mais peu importe. Pour les ECM, uniquement 3 choses, calcul, calcification et sang. Pourquoi on fait également un scanner avec injection? Eh bien, le scanner avec injection, il va nous permettre de voir 2 choses. 1, la nécrose, puisque le pancréas, un pancréas normal que vous avez ici, c'est un organe vascularisé, donc quand vous injectez du produit de contraste, il se rehausse de façon homogène. Et si jamais il y a dans le pancréas des grosses plages de nécrose, que la glande nécrose, par définition, si ça nécrose, il n'y a plus de vaisseaux, plus de contraste. Et donc, ça fait des grosses plages dans le pancréas qui ne se rehaussent pas. Voilà. Donc, un dossier avec une pancréatite aiguë et au scanner, comme ça, des grosses plages qui ne se rehaussent pas dans le pancréas, qui est tout ça, eh bien, ce sont des plages de nécrose de la glande. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les tumeurs. Je vous rappelle que une des étiologies de la pancréatite aiguë, c'est le cancer du pancréas, l'adénocarcinome. Eh bien, les tumeurs, on les verra beaucoup mieux sur un scanner injecté. Pourquoi? Parce que, par définition, ce n'est pas le même tissu histologique, puisque c'est du cancer, et donc il va se comporter différemment après l'injection. Si c'est hypervasculaire, ça va se rehausser beaucoup plus. Si c'est les moins, c'est moins. On verra les différences, mais en tout cas, ça n'aura pas la même tête. Donc, on le verra mieux après l'injection. Donc, si je résume, sans injection, ce qui est blanc, tout seul, calcul, calcification et le sang. Et si jamais on injecte, l'injection, tumeur et nécrose de la glande. Ensuite, vous prescrivez l'examen suivant. Que constatez-vous? Alors, c'est là où j'arrive sur la logique devant une image, comment raisonner. En fait, on va dire déjà, il y a 3 temps. Premièrement, quand vous ouvrez l'image, la première chose à regarder, c'est le 0, le piège, ce qui va vous tuer. Par exemple, je ne sais pas, si vous avez
une image avec une embolie pulmonaire, pensez à regarder le parenchyme pulmonaire, vérifier qu'il n'y ait pas un cancer du poumon. Ça doit être sous-cortical. C'est vraiment la première chose. Ensuite, il faut rechercher les signes radiologiques. Ça sous-entend qu'il faut les connaître. Et troisième point, les complications. Ça veut dire qu'avant même d'ouvrir l'image de ce patient qui est suspect d'avoir une pancréatite, qui a une pancréatite aiguë, eh bien, il faut que vous connaissiez les signes et que vous sachiez ce que vous allez chercher. Comme ça, en fait, vous n'oublierez rien, vous ne serez pas surpris par l'image. Si jamais vous avez une image de pneumothorax, un patient qui a un pneumothorax à qui vous faites une radiographie, dans votre tête, il faut déjà savoir que vous allez avoir la ligne pendant pleurate, etc. Puis les complications, il faut savoir que dans votre tête, c'est la bilatéralité, l'hémopneumothorax, la bride, le poumon pathologique sous-jacent, le compressif. Comme ça, en fait, vous allez chercher les 5 complications et vous n'allez rien oublier. Ici, avant de venir, donc déjà, le 0. Il y a un truc qui est très à la mode en ce moment, qui a été en plus renforcé par le Covid, c'est tout ce qui est vasculaire. Quand vous avez une pathologie infectieuse, tumorale, mais on va dire inflammatoire au sens très large, je vous rappelle qu'il y a un état d'hypercoagulabilité et vous pouvez avoir des thrombus vasculaires. Pour le pancréas, c'est une des complications qu'il faut avoir en tête, il peut y avoir un gros thrombus dans un vaisseau adjacent. On ne va pas vous le mettre aux EDN, aux ECN, dans un tout petit vaisseau. On va vous le mettre dans un gros vaisseau, le thromporte. Donc là, il y a un thrombus dans le thromporte qu'on voyait également ici. Donc ça, c'est la première chose, le thrombus. Ensuite, on peut se concentrer sur les signes de la pancréatite aiguë. Alors, ces signes-là, en fait, vous les connaissez. Si vous connaissez le CTSI. Avant de venir dessus, déjà, quelques petits rappels. Alors, premièrement, je vous rappelle que la pancréatite aiguë, avant même ça, je vais venir sur ça, c'est une des complications, une des étiologies, l'origine biliaire. Je vous rappelle qu'il y a un calcul qui vient ici bloquer le canal pancréatique principal. Le canal pancréatique principal étant bloqué, les sucs stagnent dedans. Les sucs pancréatiques, c'est de l'amylase, de la lipase, c'est des trucs qui servent à digérer, notamment les graisses. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le pancréas va être un petit peu attaqué par ses propres sucs. Je vous rappelle que pour poser le diagnostic de pancréatite aiguë, il faut 2 critères sur 3. Les critères étant la clinique, la biologie et l'imagerie. Si vous avez la clinique, douleur épigastrique transfixiante, position antalgique, un chien de fusil, etc., plus la lipasémie à plus de 3 fois normale, le critère biologique, vous avez une pancréatite. Le pancréas peut être strictement normal à l'imagerie. C'est une toute petite pancréatite, tellement petite qu'on ne voit rien à l'imagerie. Puis, si jamais le pancréas est attaqué, il faut bien différencier 2 choses. Il faut différencier la nécrose de la glande, où le pancréas est tellement attaqué que la glande elle-même se nécrose. Voilà. Des coulées de nécrose, qui n'ont rien à voir. Les coulées de nécrose, qu'est-ce que c'est? Il y a tellement de pression dans le canal pancréatique principal qui se casse, lui ou les canaux secondaires, peu importe. Et du coup, tous les sucs qui sont dedans coulent dans le ventre du patient. Or, ces sucs-là, amylase et lipase, ça digère les graisses. Donc, en fait, ça va digérer les propres graisses du patient. C'est ça les coulées de nécrose, en fait. C'est de la graisse du patient qui se fait digérer par les sucs qui sont en train de couler. C'est pour ça que ça va vers le bas et vers l'arrière, puisque le patient est couché sur le dos. Donc, bien faire la différence entre nécrose de la glande et coulée de nécrose. Ensuite, les autres signes, vous les connaissez. C'est le Balthazar modifié, le CTSI. En gros, on a dit le pancréas peut être strictement normal dans une pancréatite. Pancréas normal, 0. Puis, qu'est-ce qui se passe? Les sucs attaquent un peu plus fort le pancréas, donc le pancréas s'inflamme. Il y a de l'œdème. L'œdème, c'est de la flotte. Vous faites gonfler. La rougeur, chaleur, douleur, tuméfaction, que ce soit sur la peau ou dans le ventre, c'est pareil. Donc, ça gonfle. Donc, élargissement de la glande. Un point. Puis, autour du pancréas, il y a de la graisse. Si jamais tout le pancréas est inflammé, à un moment donné, ça va inflammer la graisse qui est autour par contiguïté. La graisse, c'est noir, je vous montrerai après. Si jamais vous l'inflammez, c'est-à-dire que vous mettez de la flotte dedans, elle va devenir un peu grisâtre, puisque la flotte, c'est beaucoup plus dense que la graisse qui est noire. Donc, c'est ça l'infiltration de la graisse péripancréatique. 2 points. Puis, une coulée de nécrose, 3 points. Au-delà, 4 points. Ça, on peut le faire sans injection, pas de souci. Quand on veut voir maintenant
la nécrose de la glande elle-même, il faut injecter. Pas de nécrose 0, moins d'un tiers 2, jusqu'à 50% 4 et au-delà 6. Je reviens donc sur les images. Alors d'abord, je vous montre une image de pancréatite aiguë œdémateuse. Alors, donc sans nécrose. Voilà. Un pancréas normal ici. Et là, une pancréatite aiguë œdémateuse. Comment on le repère? Il n'y a que 2 critères. L'élargissement de la glande et l'infiltration de la graisse. La graisse, normalement, c'est noir, comme ça. C'est noir, voilà. La différence entre l'image du haut normale et l'image du bas, c'est que l'image du haut, au contact même du pancréas, la graisse, elle est toujours noire. Il n'y a pas de différence. Alors que sur l'image du bas, en fait, vous avez toute cette espèce de truc un peu là, grisé autour. C'est ça l'infiltration de la graisse. Voilà. Ça, ce petit truc bizarre, c'est moins noir que ça. Si vous avez l'infiltration de la graisse, vous avez forcément l'élargissement de la glande puisqu'il est avant dans l'étape. Donc, je vous le montre pour le reconnaître, mais c'est moins important puisque vous aurez toujours l'infiltration de la graisse aux EDN, aux ECN. Quand vous regardez ici le pancréas, il y a plein de petites lobulations autour. Parce qu'en fait, le pancréas, c'est pas comme le rein, c'est pas comme la rate, c'est pas comme le foie, il n'y a pas de capsule autour. Ces organes-là, ils sont bien lisses parce qu'il y a une capsule. Le pancréas, il n'y a pas. Donc, ça fait plein de petits trucs comme ça, un peu comme un ballon dégonflé. Si vous le faites gonfler, ça tend complètement la surface. Donc, ça devient tout lisse. Voilà. C'est ça l'élargissement de la glande, vous le repérez à ça. Ça devient parfaitement droit. Autre image pour bien vous marquer l'esprit. À chaque fois que je montre une image, généralement, je mets aussi celle du collège et j'en mets d'autres pour que vous ayez plusieurs exemples. Toujours pareil, on est dans un contexte de pancréatite aiguë. Le pancréas, il est bien rehaussé, mais autour, il n'y a plus les petites lobulations, mais surtout autour, il y a une espèce de truc un peu blanc, là, un peu gris, on va dire. La graisse, encore une fois, elle est noire, hein, ça c'est de la graisse. Ici, c'est plus blanc que ça, c'est l'infiltration. Je continue. Maintenant, hop là, je reviens sur les images. Donc, une fois qu'on a vu le thrombus, on se concentre sur le reste. Ici, qu'est-ce qu'il fallait voir? Il y a un pancréas ici. Et dans ce pancréas, il y a de la glande qui se rehausse très bien, ici. Il y a de la glande qui se rehausse pas du tout. Tout ça, là, c'est de la glande qui ne se rehausse pas. Donc, de la glande qui ne se rehausse pas dans le cas d'une pancréatite aiguë, c'est de la nécrose de la glande. Bon, bien sûr, on retrouve aussi l'infiltration de la graisse, les choses comme ça, hein, ces petits trucs blancs devant, et peu importe, c'est surtout ici la nécrose de la glande. Donc, il existe une nécrose partielle de la glande, oui. Il n'y a pas de lésion au niveau de la tête, il n'y a pas de syndrome occlusif, il n'y a pas de tumeur du pancréas, tout ça on le verra après. Donc le réflexe, pancréatite aiguë, défaut de rehaussement de la glande, égale nécrose. Aux EDN, aux ECN, ce sera toujours ça. Ensuite, ici, je vous montre une image de coulée de nécrose. Voilà. Donc je mets plusieurs images à chaque fois, c'est l'image du collège. Deux choses ici. 1, la coulée de nécrose, et 2, toujours pareil, la nécrose de la glande. Encore une fois, vous avez ici hop là, le pancréas qui se rehausse normalement, puis ici, tout ça, c'est du pancréas qui ne se rehausse plus. Et vous voyez que là, on est beaucoup plus bas, puisqu'il y a le foie ici, donc là, on est en plein dans le foie, et le rein, là, on ne voit même plus le rein. Dans le ventre, normalement, c'est la graisse, c'est noir. Hein. La graisse, ça doit être noir, voilà, comme ça. Ici, c'est plus noir, on voit encore un peu de noir ici, mais tout ça, ce truc-là, ça n'a rien à faire là. C'est pas de l'organe, c'est pas du tube digestif, tout ça, ce sont des coulées de nécrose. Autre exemple, ici, le pancréas qui se rehausse normalement, puis ici, le pancréas nécrosé. Et on commence à voir déjà ici une coulée de nécrose qui est en train de couler vers l'arrière. Quel diagnostic vous retenez chez votre patient? Donc, je reviens sur quelques petits rappels. 1, pancréatite, il y a 2 phases. On a vu qu'il y avait 2 types de pancréatite. Alors, 2 types de pancréatite, la pancréatite interstitielle, où il n'y a pas de nécrose, ni dans la glande, ni de coulée nécrose, et la pancréatite nécrosante, où il y a au moins une des 2
nécrose. Et du coup, dans une pancréatite au sens large, une pancréatite aiguë, il y a 2 phases. Il y a la phase précoce, en gros la première semaine, et la phase tardive. La phase précoce, en fait, la sévérité, elle n'est que clinique. C'est la présence et la durée des défaillances viscérales. Donc en fait, dans la phase précoce, ça ne sert à rien de faire un scanner, puisque le scanner, il sert à évaluer la gravité de la pancréatite. Or, dans la phase précoce, ça n'est que clinique. Pourquoi? Parce que les défaillances locales, les complications locales, en fait, elles ne se sont pas encore mises en place. Donc résultat, le scanner, il ne faut le faire que quand la deuxième phase commence, à partir de 72, voire 96 heures. Les recos, c'est 72-96 heures. Quand on est dans la deuxième phase, la phase tardive, là, il y a comme critère de sévérité à la fois la clinique, donc c'est pour ça qu'on regarde toujours les défaillances viscérales, leur persistance, plus les complications locales. Là, pour aller voir les complications locales, on est obligé de faire un scanner. Donc si vous faites le scanner à 24 heures, vous êtes beaucoup trop précoce, vous sous-estimez la gravité de la pancréatite, puisque les complications locales ne sont pas encore mises en place. Du coup, ce n'était pas une pancréatite aiguë nécrosante, œdémateuse, pardon. Ce n'était pas non nécrosant, c'était pas nécrosant sans autre complication, c'était pas interstitiel, c'est interstitiel c'est œdémateux. C'était nécrosant avec une complication vasculaire, le thrombus du tromporte. Attention, le jour J, aux ECN, il n'y aura pas le E. On vous mettra notre truc de vrai et on vous mettra le 0 sur une pancréatite aiguë nécrosante sans autre complication. Voilà. Il faudra que ce soit vous qui allez regarder les vaisseaux. Vous retrouvez une nécrose de plus de 50% et plusieurs coulées de nécrose. Le score de CTSI. Alors, pareil, pour bien comprendre, pas tomber dans les pièges, je vous rappelle que historiquement, le Balthazar, c'est ça. C'est en fait la colonne de gauche. Pancréas normal, augmentation de la taille, donc élargissement de la glande, infiltration de la graisse, etc. Le problème de ça, c'est que ça ne prend, c'est bien, c'était un bon début, mais ça ne prenait absolument pas en considération la nécrose de la glande elle-même, puisque c'est que la colonne de gauche. Donc, on l'a modifié. Le CTSI, CT pour scanner, SI pour index de sévérité, le Balthazar modifié, 5 ans plus tard, a rajouté la colonne de droite, avec injection, pour la nécrose. Si on faisait le calcul, on tombait sur 10. Plusieurs coulées, 4, plus de 50%, 6 égale 10. Maintenant, le problème de ce truc-là, de ce score-là, c'est qu'il ne prend pas en considération les autres complications. Par exemple, la thrombose veineuse, ici, ça ne le prend pas en considération. Or, s'il y a une thrombose veineuse, c'est plus grave que s'il n'y en a pas. C'est pour ça qu'il a été encore modifié par le CTSI de Balthazar modifié, qu'on appelle le CTSI de Mortel, qui est maintenant le Balthazar des recommandations. Ça ne change quasiment rien. Infiltration, la première colonne normale, infiltration, élargissement, ils les ont regroupés 2 points, parce que de toute façon, quand il y a un, généralement il y a l'autre, et après 4 points. Et la nécrose pancréatique, 2, moins 30%, au-delà 4. Et les 2 derniers points, au-delà de les mettre sur le au-delà de 50%, ils les mettent sur une complication extra-pancréatique. Acide, épanchement pleural, thrombus vasculaire, etc. Alors, pas de panique, de toute façon, si jamais ça tombe, ils feront en sorte que vous trouviez le bon score, le bon chiffre pour cette année, avec les deux scores de Balthazar. Alors, tout ça, on l'a vu. Quelques mois plus tard, vous revenez, le patient a de la fièvre et un scanner est réalisé, et on tombe sur ça. C'est la deuxième image à bien avoir en tête, c'est la coulée de nécrose infectée. Alors, coulée de nécrose, il faut bien comprendre un truc, c'est que, alors avant de venir sur ça, pareil, quelques petits rappels sur les complications. Hop là, voilà, locales. Il faut bien que ça soit clair dans votre esprit. Quand vous avez une pancréatite aiguë, vous pouvez avoir une pancréatite aiguë œdémateuse ou nécrosante. Si c'est œdémateux, il y a de l'œdème, il peut y avoir de l'épanchement liquidien. Ça veut dire qu'au début, vous pouvez avoir un épanchement liquide, de la flotte, quoi, pour faire ça.
Quand c'est une pancréatite nécrosante, bah, au début, vous aurez de la nécrose. C'est les fameuses coulées de nécrose, les collections aiguës nécrotiques. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Le corps humain, quand il y a des trucs comme ça, c'est considéré comme un corps étranger, hein, il essaye de nettoyer. Alors, il essaye de nettoyer. Pour nettoyer, il n'a pas 10 000 possibilités, hein. Il envoie le système immunitaire nettoyer. Il peut faire une fistule vers l'extérieur ou un autre organe pour essayer d'évacuer. Et s'il n'y arrive pas, il fait comme l'huître, c'est-à-dire qu'il construit un mur tout autour. Hein, l'huître, en fait, pour faire une perle, hein, c'est très simple, hein. On sait faire des perles aux huîtres, hein. Vous lui mettez un grain de sable dans le bec, elle n'arrive pas à l'expulser, c'est un truc un peu irrégulier, un peu agressif. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle construit tout autour une bille de nacre, toute lisse. En fait, elle est en train juste d'exclure un corps étranger qui est le grain de sable, tout en le gardant à l'intérieur. Ben, le corps, il fait pareil. Il construit un mur tout autour. C'est-à-dire que s'il n'arrive pas à éliminer tout le liquide, ben, il va construire un mur tout autour et ça va former un pseudokyste. S'il n'arrive pas à éliminer la coulée de nécrose, ben, il va former un mur tout autour et ça va faire de la nécrose organisée. La différence, c'est qu'il y a une espèce de pseudo-paroi autour, qu'il n'y a pas au début. Si vous regardez la coulée de nécrose au début, je reviens sur l'image, là, c'est absolument pas limité, ça coule un petit peu partout. Voilà. L'image un mois après, où le corps humain n'a pas réussi à l'éliminer et qui est ici, ben en fait, autour, vous avez l'impression qu'il y a une paroi, en fait, c'est vrai, hein, il y a vraiment une espèce de pseudo-paroi fibrineuse qui a été construite pour isoler le truc. Donc tout ça, ce sont des coulées de nécrose. On est beaucoup plus bas, hein, puisqu'on voit même plus le foie, on voit même plus les reins. Et à l'intérieur, il y a des bulles d'air. Aux ECN, les bulles d'air égale infection. Infection de coulée de nécrose. On vous mettra donc deux choses. Un, des coulées, mais qui ont été collectées avec une espèce de pseudo-paroi autour. Et deux, des bulles d'air qui signent la prolifération de germes anaérobies. Hop là. Donc, une infection de coulée de nécrose. Le scanner n'était bien sûr pas normal. Et je vais vous montrer les pseudokystes après. Je vous rappelle, hein, que d'où viennent les bactéries? Elle vient du tube digestif. En fait, quand vous avez de la nécrose dans le ventre, c'est super pour les bactéries, puisque qui dit nécrose dit pas de vaisseau, pas de vaisseau, pas de sang, pas de sang, pas de système immunitaire. Donc en fait, c'est un endroit parfait pour les bactéries pour proliférer, elles ne sont pas embêtées. Donc d'abord, c'est essentiellement Escherichia coli, puisque c'est la bactérie du tube digestif qui vient, qui prolifère, qui infecte, et après ça crée un environnement favorable, il y en a plein d'autres, et ça devient multibactérien. L'autre qu'on a vu, c'est le pseudokyste. Alors le pseudokyste, c'est simple, hein, c'est de la flotte qui n'a pas réussi à être éliminée. Résultat, il y a un mur qui est construit autour. Donc ça fait un rond, puisque la flotte, hein, ce n'est pas des morceaux solides de nécrose. Donc ça fait un rond homogène avec une pseudoparoi tout autour, au niveau du pancréas. Un rond homogène avec une pseudoparoi tout autour, au niveau du pancréas. Un rond homogène avec une pseudoparoi tout autour, au niveau du pancréas. Toujours pareil, pseudokyste. Il y a un petit piège dans lequel il ne faut pas tomber. Alors, hop, c'est que quand vous avez un pseudokyste, c'est un piège qui vient bien. Vu que le pseudokyste, on a vu, hein, que c'était du liquide qui n'avait pas réussi à être évacué, qu'il y avait une pseudoparoi qui avait été construite tout autour, ça prend un peu de temps, ça. Typiquement, on dit qu'il faut un petit mois. Ça veut dire que si vous avez une pancréatite aiguë et que vous faites le scanner à 72 heures et que vous avez un pseudokyste, ce n'est pas un pseudokyste qui vient d'apparaître. Pas possible en 72 heures. C'est un pseudokyste qui était déjà présent et qui donc, en fait, a été construit lors d'une précédente pancréatite aiguë. Et ça, il y a déjà des dossiers comme ça au concours blanc nationaux qui sont tombés. Un patient qui arrive, plié en deux, je ne sais pas, il sent l'alcool, ce que vous voulez, lipase au plafond, pancréatite aiguë. Il ne parle pas français, donc vous ne pouvez pas avoir ses antécédents. Scanner à 72 heures, il y a un pseudokyste. Typiquement cette image. Voilà. Eh bien, si on vous met ça, en fait, on vous fait switcher de la pancréatite aiguë à la pancréatite chronique. Parce qu'en fait, je vous rappelle que l'entrée dans la maladie de pancréatite chronique, c'est les poussées itératives de pancréatite aiguë. On vous mettra en plus quelques petites calcifications, pas beaucoup, puisque c'est le début, par exemple ici, ici, et on vous fait switcher d'un dossier de pancréatite aiguë vers un dossier de pancréatite chronique. Donc attention ici, il ne faut pas louper le virage.
Quelles étaient les bonnes réponses concernant l'infection de coulée de nécrose? Alors, tout ça, on l'a vu. Je vous ai mis aussi des petits bonus. Donc, l'infection de coulée de nécrose, hein, c'est la complication la plus grave. Hein, c'est ce qui tue les patients. Hein. Ça survient généralement en 3, on va dire entre 2, 3, 4 semaines après. Je vous rappelle que l'infection de coulée de nécrose, bien sûr, ça peut être présent au bout d'une semaine, mais il faut le temps que les bactéries aillent dedans, qu'elles prolifèrent, etc. Le germe, c'est pas le staph, le plus souvent c'est Escherichia coli. Plus il y a de nécrose, plus c'est grave. Si vous avez ça de nécrose dans le ventre, le système immunitaire réussit à le laver. Si vous avez 1 litre, c'est plus compliqué. Et on ne ponctionne pas toutes les collections. Hein. Si vous avez juste ça, on ne va pas aller le ponctionner. Ça va s'enlever tout seul. Il faut également avoir en tête les autres complications vasculaires. Les complications vasculaires. Il y en a 3 pour les ECN à connaître. La thrombose, mais ça, ils vous mettront dès le début, je vous les montrerai. Également, l'infarctus plénique et le faux anévrisme. Alors, pourquoi faux anévrisme? Déjà, je vous rappelle que la différence entre un anévrisme et un faux anévrisme ou pseudo-anévrisme, l'anévrisme, c'est quoi? C'est qu'il y a, en fait, c'est une dilatation d'une artère, quelle que soit la forme, fusiforme ou saciforme, forme de sac. C'est une dilatation des parois de l'artère, mais il y a les 3 couches. Les couches artérielles, hein, c'est l'intima au centre, hein, elle est intime, la média au milieu et l'adventice. Ça, c'est un anévrisme. Le pseudo-anévrisme, c'est qu'il y a quelque chose qui a rongé la paroi. Donc la paroi, elle est normale au début. Il y a 3 couches. C'est très moche, mais... Et à un moment donné, il y a quelque chose qui a rongé la paroi. Et du coup, il n'y a plus assez d'épaisseur de paroi pour maintenir le parallélisme du vaisseau. Du coup, ça fait comme une bulle de chewing-gum qui sort. Hop, comme ça. Voilà. C'est ça le pseudo-anévrisme. Ou faux anévrisme. Et bien là, dans la pancréatite aiguë, les sucs qui coulent agressifs, ils peuvent éroder la paroi d'un vaisseau et du coup provoquer un pseudo-anévrisme. Si on vous en met un, ce sera toujours le même vaisseau, ce sera l'artère splénique. À quoi ça ressemble? Eh bien, on vous met un patient qui a une pancréatite aiguë nécrosante ou je ne sais pas quoi. X mois plus tard, son médecin généraliste lui prescrit un scanner abdominal pour on ne sait pas trop quoi, pour contrôle, et on tombe sur ça. Vous avez l'artère splénique qui va jusqu'à la rate, et là, il y a une espèce de champignon qui n'a rien à faire ici, un énorme pseudo-anévrisme. Autre exemple, vous avez les vaisseaux ici, le tronc cœliaque, l'artère splénique, un champignon. De toute façon, complications vasculaires, il n'y a pas 10 000 possibilités, il y en a 3 pour les ECN. Thrombose veineuse, c'est au début. Il vous reste quoi? Faux anévrisme et infarctus splénique. Donc si on vous montre un vaisseau avec un truc bizarre, ça ne peut être qu'un faux anévrisme. L'infarctus splénique, c'est une zone triangulaire dans la rate qui ne se rehausse pas. Pourquoi? Parce que pareil, il peut y avoir des thrombus dans les veines, mais il peut y avoir aussi des petits thrombus dans les artères qui embolisent. Encore une fois, l'artère qui passe, qui longe le pancréas, c'est l'artère splénique, donc elle est très sujette à avoir des atteintes, et donc ça peut faire des infarctus spléniques. Donc ça, pour le pancréas. Donc bien avoir en tête les images de pancréatite œdémateuse, pancréatite aiguë nécrosante, la complication vasculaire, au début la thrombose, puis pseudo-anévrisme, l'infarctus splénique, et enfin, comme on l'a vu, l'infection de coulée de nécrose. Oui, pour répondre à la question de Fanny, l'infarctus splénique, on le voit au temps veineux, tout à fait. Au temps veineux, en fait, la rate, elle est homogène, et du coup, si elle ne se rehausse pas, s'il y a une partie qui ne se rehausse pas, on le voit. Au temps artériel, c'est plus difficile parce qu'elle est hétérogène, la rate au temps artériel. Elle est léopard. Je vous montrerai des images, donc c'est plutôt au temps veineux, tout à fait. Et on arrive sur le dossier 2, sur le cancer du pancréas. Alors, cancer du pancréas, dans le pancréas, il y a 2 grandes catégories de tumeurs à connaître. L'adénocarcinome, bien sûr, et les tumeurs neuroendocrines. C'est les 2 gros trucs tombables. D'ailleurs, c'est dans la réforme pour les EDN, c'est les 2 seules choses tumorales qu'ils ont laissées. C'est les 2 trucs importants et tombables.
Vous étudiez le scanner de Madame R, elle a 65 ans, ictère isolé évoluant depuis plusieurs semaines, prurite handicapant et moins 20 kg en 2 mois. Donc ici, avant même de rentrer dans le dossier, il faut déjà, petit à petit, vous sachiez, vous connaissiez les gammes diagnostiques de ce que ça peut être et vous raisonniez comme ça. Je m'explique. Avant de rentrer dans le dossier, pour ne pas vous faire piéger, pour avoir le maximum de points, etc., il faut que vous sachiez ce que ça peut être. Une patiente ici qui a, alors on a quoi? On a un ictère, ok? Un ictère isolé ou nu, ça veut dire qu'il n'y a pas de fièvre, donc c'est pas par exemple une angiocolite. S-gratte, alors je vous rappelle que l'ictère, il y a deux grands cadres, il y a l'ictère à bilirubine libre, qui est tout ce qui est hémato, hyperhémolyse, etc. Et l'ictère à bilirubine conjuguée, qui est tout ce qui est hépatogastro. Quand vous avez un prurite, c'est que c'est un ictère à bilirubine conjuguée, puisqu'il y a une cholestase. Et donc, ictère à bilirubine conjuguée, dans ma tête, ça peut être soit le foie avec les cirrhoses, les hépatites, soit extra-hépatique, les voies biliaires, avec l'adénocarcinome du pancréas, le cholangiocarcinome, etc. Là, elle a plus de 50 ans, donc elle a l'âge d'avoir des cancers. Elle a perdu 20 kilos, donc jusqu'à preuve du contraire, elle a un cancer. Quel cancer donne un ictère à bilirubine conjuguée? Mais il n'y en a pas 10 000. Il y a un devant tous les autres, le cancer du pancréas, l'adénocarcinome. Deux, pourquoi pas un cancer des voies biliaires elles-mêmes, le cholangiocarcinome. Mais aux ECN, ils aiment bien être un peu scolaires, donc le cholangiocarcinome, typiquement, ça va tomber sur un patient qui a des facteurs de risque de cholangiocarcinome, notamment une cholangite sclérosante primitive. Et ils sont très scolaires, donc la cholangite sclérosante primitive, ils vont l'associer avec une MICI, une RCH ou un Crohn, puisque dans 50% des cas, c'est associé. Donc, ça colle moins, mais ça peut, pourquoi pas. Et enfin, une autre tumeur qui peut boucher les voies biliaires, c'est l'ampoulome bactérien. Pareil, aux ECN, ils sont très scolaires. L'ampoulome bactérien, si vous le mettez, ce sera chez les patients qui font typiquement des ampoulomes bactériens. Ce sont les patients qui ont plein de polypes dans le tube digestif, des patients qui ont des polyposes adénomateuses familiales. Donc, ce sera un dossier un peu transversal avec cancer du côlon et compagnie. Donc, jusqu'à preuve du contraire, elle a un cancer du pancréas. Quelles sont les bonnes réponses concernant ce scanner? Alors, toujours pareil, avant même d'ouvrir l'image, il faut savoir que vous allez y trouver. Donc, quelques petits rappels sur l'adénocarcinome du pancréas. Alors, alors il y a en fait, oui, quand ils posent des questions aux ECN sur ce truc-là, hypodense, machin-là, hyperdense ou hyper intense ou je sais pas quoi, ils n'attendent pas de vous que vous ayez appris par cœur la couleur de toutes les tumeurs, hein. On s'en fiche de savoir qu'elle est rose, violette ou jaune. Ce qu'ils veulent savoir, c'est si vous avez compris le mécanisme. Ici, en fait, il y a un truc à avoir en tête qui va expliquer tout le reste, c'est que l'adénocarcinome du pancréas, c'est une tumeur avec une grosse composante fibreuse. Or, la fibrose, en fait, c'est hypodense. Pourquoi? Parce que quand vous faites un scanner du foie, de la rate, de ce que vous voulez, il y a de la densité parce qu'il y a plein de cellules. Le pancréas, la fibrose, pardon, paradoxalement, il y a moins de cellules. Donc, du coup, c'est moins dense. Donc, c'est dans le pancréas, ça va être plus foncé que le pancréas. Donc, c'est une boule noire. Deuxièmement, la fibrose, c'est dur. Donc, si vous mettez une boule noire, un caillou ici, ça va boucher les canaux. Ça va boucher le canal, la voie biliaire principale, ça va boucher le canal pancréatique principal, et du coup, ils vont se dilater. Donc, vous aurez une dilatation de ces canaux-là. Canal pancréatique principal, voie biliaire principale et tout l'arbre qui est au-dessus, c'est-à-dire toutes les voies biliaires intrahépatiques. Troisième chose, vu que c'est fibreux, c'est dur, quand vous injectez les produits de contraste, ça met du temps à rentrer dedans. Donc ça se rehausse, mais il faut attendre longtemps pour que le produit de contraste il arrive de rentrer dedans. Donc c'est un rehaussement tardif. Et dernière chose, si vous bouchez le canal pancréatique principal ici, le pancréas, il n'est pas fou. Il arrête de fabriquer des sucs, sinon ça va gonfler, et ça va attaquer le pancréas lui-même. Donc, il arrête de fabriquer des sucs pancréatiques, il se met au repos. Le problème, c'est que quand vous mettez une glande au repos, elle finit par s'atrophier. Donc, vous allez avoir une atrophie du pancréas.
une atrophie en amont de l'obstacle. Je vous rappelle, le pancréas, c'est comme une montagne. Vous avez le sommet ici, les sucs coulent vers la mer, qui est le duodénum ici. Et donc, si vous mettez un obstacle ici, un barrage au niveau de l'estuaire, c'est tout au-dessus que ça s'atrophie, puisque ça arrête de fonctionner. Après, en aval, il n'y a pas de souci. Et du coup, si ça s'arrête de fonctionner, eh bien, le pancréas ne fabrique plus de sucre. C'est pas très grave, c'est bouché, mais il ne fabrique plus non plus d'insuline. Et donc, vous avez le diabète secondaire au cancer du pancréas. Alors, maintenant, je reviens sur les images. Hop, c'est passé. Alors. Donc, ici, un scanner. Donc, je m'attends à voir une boule noire dans le pancréas qui se rehausse tardivement, qui dilate les canaux, les voies biliaires intrahépatiques et compagnie. Donc, j'ouvre le scanner. Qu'est-ce que j'ai? On me montre le foie. Bon, cancer du pancréas, si on me montre le foie, il y a deux possibilités. Soit j'ai une dilatation des voies biliaires, soit j'ai des métastases partout. Soit les deux. Ici, dans le foie, il y a une dilatation des voies biliaires. Alors, la dilatation des voies biliaires, il faut avoir en tête que dans le foie, il y a deux types de tuyaux, des vaisseaux et des voies biliaires. Et que les voies biliaires sont tellement petites qu'on ne peut pas les voir. Donc, vous ne devez voir que les vaisseaux. Si jamais vous voyez les voies biliaires, c'est qu'elles sont dilatées. Là, on a injecté du produit de contraste. Donc, les vaisseaux se rehaussent, mais les voies biliaires, non, bien sûr. C'est de la bile dedans. Donc, en fait, tout ce qui est foncé ici, ce sont des dilatations de voies biliaires. C'est ça, dans les bouquins, les fameuses images en rail. Pourquoi en rail? Parce que vu que les voies biliaires cheminent parallèles aux vaisseaux portes, en fait, vous avez deux tuyaux qui cheminent parallèles. En réalité, on n'en voit qu'un, c'est le vaisseau parce qu'il est gros, on le voit. L'autre, on ne le voit pas, sauf quand il se dilate. Quand il se dilate, qu'est-ce qui se passe? Vous le voyez apparaître. Donc, ça fait deux tuyaux, en fait. Un tuyau, un tuyau. C'est une image en rail, comme des rails de train. Il y a deux tuyaux ici, ils sont tout petits, mais on voit un trait blanc, un trait foncé. Un trait blanc, un trait foncé. C'est ça qui donne aussi des images en canon de fusil. En canon de fusil, on voit deux ronds comme ça. C'est deux tuyaux que vous voyez de face, en fait. Enfin, de profil, je ne sais pas trop comment dire, mais si vous coupez ça comme ça et que vous le voyez de profil, comme deux rouleaux de sopalin que vous regardez dedans comme dans des jumelles, vous allez avoir un rond blanc et un rond foncé. Donc, image en canon de fusil. Donc là, on avait l'aorte qui était bien visible ici, la veine cave inférieure qui était ici, et on avait une dilatation des voies biliaires. Ça n'est pas une aérobilie. Aérobilie, ça serait de l'air dans les voies biliaires. Là, l'air, c'est noir. Ça serait noir comme ça. Là, c'est couleur eau. C'est la même couleur que le liquide cérébrospinal ici. Donc, c'est une dilatation. L'aérobilie, on aurait la même chose, sauf que ça serait noir. Noir comme ça. On a bien un tuyau blanc, le vaisseau, un tuyau noir, la voie biliaire. On a bien un point blanc, un point noir, un point blanc, un point noir. Sauf qu'au lieu d'être couleur eau comme dans l'estomac ici ou comme dans le liquide cérébrospinal ici, eh bien, c'est autour parce qu'il y a la moelle au milieu, mais peu importe, on a quelque chose de noir comme ça. Voilà. Ça n'est pas non plus de l'aéroportie, puisque si c'était de l'aéroportie, eh bien, ça serait dans le vaisseau porte. Donc les voies biliaires seraient normales. Donc on ne verrait pas les voies biliaires. On n'aurait qu'un seul tuyau, le vaisseau, et au lieu d'avoir un tuyau avec du sang et du contraste dedans, on aurait un tuyau avec de l'air. Donc ça serait noir, comme ça. Un seul tuyau avec du noir dedans. Voici une coupe du scanner de votre patiente. Quelles sont les bonnes réponses? Alors, premièrement, sur les plans de coupe. Alors, je vous ai mis un rappel qui est ici, sur le coronal frontal, transversal, transverse, axial, etc. Ça, il faut le connaître. Et hop, si maintenant je reviens sur l'image, ici, qui était volontairement difficile, mais c'était pour marquer l'esprit, en fait, c'est un pancréas qu'on voit de face, tout simplement. Dans ce pancréas qu'on voit de face, eh bien, il y a une boule ici, qui est plus foncée que le reste du pancréas ici, qui écrase et qui bouche le canal pancréatique principal, du coup, qui se dilate.
C'est une image un peu difficile, encore que, très tombable. Mais dans l'absolu, même si on ne regardait pas l'image, on pouvait répondre à la question. Je m'attends à avoir un cancer du pancréas, ici, en image. Donc, est-ce que ça peut être une tumeur endocrine fonctionnelle? Rien à voir, c'est pas du tout la même symptomatologie. Un insulinome, c'est une tumeur endocrine fonctionnelle, donc non. Une tumeur pancréatique solide, oui. Et un adénocarcinome, oui. En fait, il n'y a que ça qui est possible. Tout le reste, c'était pas possible. Et donc, vous suspectez un adénocarcinome. Quelles en sont les caractéristiques typiques au scanner? Eh bien, tout ça, on l'a vu. Ah oui, juste avant, les images du collège. Images du collège, donc ça peut faire un peu peur, mais c'est pareil, hein. Si vous raisonnez, si vous avez compris les choses, c'est toujours pareil. Premièrement, on s'attend à avoir une boule foncée dans un pancréas, du coup, qui est moins foncé. Donc, ici, ça, c'est du pancréas normal. Il est plus clair que la boule noire ici. Deuxièmement, ça dilate le canal pancréatique principal. Le canal pancréatique principal, c'est pareil. On ne doit pas le voir, en fait, ou très peu. Là, il est énorme. Voilà. Tout ça. Voilà. Troisièmement, en amont de l'obstacle, c'est-à-dire au-dessus de l'obstacle, il y a l'atrophie, effectivement. Autour du pancréas, là, vous ne voyez plus que 1 mm de pancréas. Après, je vous ai montré tout à l'heure un petit peu plus ici, mais c'est tout. Tout à l'heure, je vous ai montré un beau pancréas dans les pancréatites aigus. Là, il n'y a plus de pancréas, hein. Ce patient, il n'a plus de pancréas, il a une atrophie de la glande et il a un diabète, hein. Normalement, le canal pancréatique principal devrait venir se jeter ici, dans le duodénum. Donc, première image du collège. Deuxième image du collège qu'ils vous mettent, c'est à peu près la même chose, sauf qu'ils vous rajoutent le foie, et on retrouve dans le foie des tuyaux noirs, des tuyaux foncés, des tuyaux blancs, ou des ronds foncés, des ronds blancs, donc la fameuse dilatation des voies biliaires. On retrouve ici la dilatation du canal pancréatique principal. On retrouve la tumeur. Ils ont rajouté un truc un peu plus poussé, mais pareil, qui est à connaître, c'est que ici, la tumeur elle est en train de manger un vaisseau. Bah, il faut savoir que le vaisseau qui touche le pancréas, ici, c'est la veine mésentérique supérieure. Dans le ventre, de toute façon, il n'y a pas 10 000 possibilités. Quand vous descendez, je vous ai mis ça quelque part, hop là, voilà. Vous avez le tronc cœliaque qui donne 3 branches qui partent de part et d'autre. Vous descendez, vous avez l'artère mésentérique supérieure, et vous descendez encore, vous avez les artères rénales mais qui partent sur le côté. C'est-à-dire que si vous faites une coupe axiale dans le ventre, vous avez un gros vaisseau, l'aorte, et un autre vaisseau artériel devant, ça ne peut être que l'artère pendant mésentérique supérieure. À la droite de l'aorte, il y a la veine cave. À la droite de l'artère mésentérique supérieure, il y a la veine mésentérique supérieure. Du coup, si je reviens sur mon image, qui peut paraître compliquée, alors elle est passée où? Hop là, ici, vous avez l'aorte, vous avez en face un vaisseau qui est l'artère mésentérique supérieure, ça ne peut être que ça, et à sa droite, la veine, sauf qu'elle est en train d'être mangée par le cancer du pancréas, d'où la veine mésentérique supérieure sténosée. Donc, les caractéristiques de l'adénocarcinome: masse hypodense avant injection, puisque c'est de la fibrose, rehaussement tardif, puisque c'est fibreux, retentissement canalaire important, puisque c'est fibreux, atrophie parenchymateuse d'amont, puisque c'est fibreux, ça a bouché le canal, et rehaussement qui ne peut pas être identique à celle du tissu pancréatique normal, puisqu'encore une fois, ce n'est pas le même tissu. Quelles sont les caractéristiques d'un adénocarcinome à l'IRM? Eh bien, c'est exactement pareil. À un détail supplémentaire, mais ça ne change pas grand-chose, c'est que en T1, la tumeur, elle est noire. Vous allez me dire comme au scanner. Oui, exactement comme au scanner.
Mais ici, on le voit encore plus. Pourquoi? Parce qu'en T1, le pancréas, lui, il est blanc. Sans injection, j'entends. Quand vous regardez un T1 sans injection, le pancréas, il est blanc. Pourquoi? Parce qu'en IRM, qu'est-ce qui est blanc? Il y a le sang, bien sûr, mais il y a aussi tous les sucs protéiques. Or, le pancréas, il en fabrique plein, puisqu'il fabrique l'amylase, la lipase, etc. Donc, il est spontanément blanc. Donc, la tumeur, ce sera une boule noire qu'on verra encore mieux. Donc, hypo-T1 FATSAT est rehaussé de façon tardive après l'injection. Quels peuvent être les modes de révélation de ce cancer? Alors, je vous les ai mis quelque part. Alors, ici, quand vous bouchez le canal pancréatique principal et la voie biliaire, ben, déjà, vous pouvez avoir des pancréatites aiguës, puisque vous bouchez le canal pancréatique principal, moins qu'avec des calculs, parce que les calculs, vous bouchez brutalement, donc ça met en tension brutale. Là, vous bouchez progressivement. Dans le pancréas, il a le temps de ralentir la sécrétion de sucre, etc. Donc, l'expression de sucre, donc c'est moins fréquent, mais ça peut. Les douleurs, irradiation dorsale, tout ça, c'est classique. Métastase. L'occlusion par deux mécanismes. Soit ça peut envoyer de la carcinose péritonéale partout, et ça peut faire donc une occlusion comme ça. Soit ça peut également envahir ici ces fibreux, donc c'est sténosant, le duodénum, le sténosé, et faire une occlusion par ce mécanisme-là. Donc les autres modes de révélation, hop, sont la pancréatite aiguë, l'occlusion, bien sûr, toujours pareil, les thromboses à chaque fois pour tout cancer. La grosse vésicule, en gros, c'est une vésicule dilatée. Et quels sont les facteurs de risque? Ici, il faut avoir en tête le tabac, bien évidemment, l'obésité, la pancréatite chronique, quelle que soit son origine, pour faire simple. À partir du moment où vous avez une inflammation, de toute façon, d'un organe, eh bien, vous avez un risque de cancer. L'inflammation chronique donne un risque de cancer. Si vous avez une inflammation chronique du foie parce que vous avez une hépatite chronique, c'est par exemple vous avez un risque d'hépatocarcinome. Si vous avez une inflammation chronique des voies biliaires, la cholangite sclérosante primitive, vous avez un facteur de risque de cholangiocarcinome. Si vous avez une inflammation chronique du pancréas, vous avez un risque de cancer du pancréas. Et attention également aux associations syndromiques, notamment le BRCA2. Donc, on pourrait très bien vous faire un dossier transversal sur ça. Et la chaîne PCC également. La chaîne PCC, je vous rappelle qu'il y a un spectre restreint avec l'endomètre, le grêle et les voies urinaires. Et après, le spectre élargi, où dedans, vous avez en plus le pancréas, les glioblastomes, etc. Je vous l'ai mis. Donc, tabac, obésité, pancréatite chronique et BRCA2. Dans la chambre voisine, alors, pour la complication des adénocarcinomes, en fait, si jamais vous avez, alors je reviens juste hop, sur, alors c'est passé où? Tac, tac, tac. Voilà. Alors, ils vous ont mis quoi comme proposition pour répondre à la question de Marine? Alors, en gros, pancréatite aiguë, c'est rare. Pourquoi c'est rare? Parce que, comme je vous l'ai dit, ça se bouge très progressivement. Donc, en fait, la pancréatite aiguë, c'est un des modes de révélation, mais ce n'est pas du tout le mode de révélation le plus fréquent. La sténose du duodénum, pareil, il faut que la tumeur elle ait beaucoup progressé pour sténoser le duodénum. Donc, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui va être hyper fréquent. L'angiocolite, à partir du moment où vous avez un cancer de la tête du pancréas, un adénocarcinome, là,
vous allez avoir la bile qui stagne, et là, le risque, c'est que ça s'infecte. Là, donc, du coup, le risque sera beaucoup plus important. Donc, le risque d'infection, d'angiocolite, d'ailleurs, pardon, je l'avais même zappé, je l'ai mis ici en premier, c'est lui qui va, et c'est ça qui va justifier d'aller, du coup, drainer la voie biliaire pour mettre ainsi un drain biliaire pour évacuer la bile qui stagne et pour justement éviter ça. Donc, attention, c'est celle-ci sur laquelle il faut faire attention. Dans la chambre voisine, vous avez Monsieur V, chez qui vous avez posé le diagnostic d'insulinome. Vos externes vous demandent les caractéristiques scanographiques. Qu'est-ce que vous allez lui répondre? Alors, premièrement, les tumeurs endocrines, il y en a deux types. Il y a des tumeurs endocrines non fonctionnelles, on s'en fiche, nous vous embêterons pas avec ça, et des tumeurs endocrines fonctionnelles. Les tumeurs endocrines fonctionnelles, c'est des tumeurs qui sécrètent tellement d'hormones qu'elles sont symptomatiques. Il y en a plusieurs, hein, mais aux ECN, en gros, il y en a deux grandes qu'il faut avoir en tête, insulinome et gastrinome. L'insulinome, c'est lui qui va donner les hypoglycémies à répétition, etc., la prise de poids. Donc, on vous fera un dossier transversal avec un jeune qui a pris du poids, qui fait des hypoglycémies à répétition, blablabla. Puis, donc d'abord l'exploration d'hypoglycémie, etc. Puis, c'est on part en gastro avec l'imagerie, l'insulinome, etc. Puis, aux ECN, ils vous l'intègrent dans un syndrome, une M par exemple, et ensuite ça part sur la parathyroïde ou autre. On va y revenir. La deuxième, le gastrinome. Je rappelle que le gastrinome, c'est lui qui est responsable du syndrome de Zollinger-Ellison, en gros des ulcères multiples et à répétition. Donc pareil, ça ferait d'abord un début de dossier sur l'ulcère INS ou Helicobacter pylori, puis ensuite ça partirait sur le syndrome de Zollinger-Ellison et donc la tumeur neuroendocrine. Alors, ici, pareil, il faut bien comprendre un truc, c'est que quand vous avez une tumeur fonctionnelle, en fait, c'est une tumeur qui fabrique énormément d'hormones. Pour fabriquer énormément d'hormones, il faut énormément de nutriments et donc énormément de sang. Donc, en fait, ça va être l'exact inverse de l'adénocarcinome. C'est-à-dire que ça va, au lieu d'avoir une tumeur qui sera foncée, qui se rehaussera tardivement, on aura au contraire une tumeur qui va se rehausser au temps artériel, puisqu'il lui faut vachement de sang pour fabriquer tout ça. Elle fabrique tellement d'hormones que c'est symptomatique, donc elle en fabrique plus que le pancréas entier. Donc ça sera quelque chose d'hypervasculaire. Et deuxième chose, je simplifie un peu, mais un insulinome, le patient qui fait des hypoglycémies tous les 4 matins, vous n'allez pas mettre 5 ans à trouver le diagnostic. Donc en fait, vous allez trouver très vite le diagnostic, vous allez diagnostiquer la lésion très vite, et résultat, vous la diagnostiquerez à un moment où elle est toute petite. Donc vous allez avoir en fait sur l'image une toute petite bille qui est blanche, plus blanche que le pancréas, presque aussi blanc que les vaisseaux en fait. Eh bien, si on vous met une image, vous avez le pancréas et vous avez une petite tumeur dedans, en gros 1 centimètre on va dire, qui est plus blanche que le pancréas lui-même. Et on vous le mettra au temps artériel, puisque c'est là où elle se rehausse. Au temps artériel, comment on reconnaît un temps artériel? Une des façons, c'est de regarder la rate. Au temps artériel, en fait, elle est inhomogène, elle est zébrée ou léopard, ça dépend de l'animal que vous préférez. Voilà. Donc ça, c'est les tumeurs neuroendocrines, par exemple l'insulinome. Donc ce n'est pas une tumeur hypovasculaire. Elle prend le contraste, non pas au temps tardif, mais au temps artériel. Elle est souvent de petite taille, oui. Et elle donne des métastases hépatiques dans la majorité des cas. Alors cette question était un peu mal posée parce qu'elle donne peu de métastases, mais quand elle en donne, c'est le foie, comme le tube digestif en général. Et comme je vous l'ai dit, ça s'intègre très bien dans les NEM de type 1, avec après, donc toujours pareil, avoir en tête le spectre, les parathyroïdes, l'antéhypophyse, pour les autres choses qui pourraient partir ensuite dans le dossier. TNE, tumeur neuroendocrine. Des petits bonus. Et on arrive sur une petite situation clinique.
Alors, situation clinique, en gros un mini dossier pour faire simple. Vous recevez maintenant monsieur A, il a 55 ans, il présente une douleur au niveau de la fosse iliaque gauche avec de la fièvre, CRP à 125, hyperleucocytose. Et on a fait un examen. Alors ici, quand vous avez un patient de 55 ans, de 55 ans, qui a en gros un tableau d'appendicite à gauche jusqu'à preuve du contraire, il y a deux possibilités. Soit il a une diverticulite, soit il a un cancer du côlon qui s'est surinfecté. C'est les deux choses auxquelles il faut penser. Mais jusqu'à preuve du contraire, il a une diverticulite. Donc, on va regarder l'imagerie. Toujours pareil, quand vous avez ici une suspicion de diverticulite, avant même de regarder l'image, il faut savoir ce qu'on va y trouver. Alors, je viens de suite sur hop là, les signes radiologiques. Pour faire simple, sur les signes radiologiques, trois choses. Premièrement, pour avoir une diverticulite, il faut des diverticules. Donc, vous aurez des diverticules, des petites images d'addition aérique. Deuxièmement, la paroi, normalement, une paroi, c'est fin. Ça fait, on va dire, 1 ou 2 mm, pas plus. Si jamais vous inflammez la paroi à cause du diverticule, la paroi va gonfler. Elle va s'élargir. Donc, en gros, vous aurez une paroi qui fera non plus 1 mm ou 2 mm, mais on fait x2, 4 mm. Alors, il y a plein de chiffres en radio, mais c'est toujours les mêmes, hein. Que ça soit la paroi du côlon, 4 mm, la paroi du grêle, la paroi de la vésicule biliaire dans la cholécystite, 4 mm, c'est toujours la même chose, donc 4 mm. Et comme pour le pancréas, eh bien, si jamais l'inflammation gagne la graisse tout autour, ça fera l'infiltration de la graisse péricolique. Donc maintenant, je reviens sur les images. Alors, ici, première image. Alors, généralement, aux ECN, s'ils sont sympas, ils vous mettront du blanc dans le côlon, dans le tube digestif. Comme ça, en fait, ça permet de mieux voir la paroi. On ne peut pas vous demander quand c'est qu'il faut le faire et quand c'est qu'il ne faut pas le faire, parce que ce n'est pas cadré, ce n'est pas tranché dans les recos, mais ne soyez pas surpris s'il y a du blanc dans le côlon. Normalement, la paroi, c'est tout fin. Vous voyez une paroi ici, toute fine. Voilà, ici aussi, toute fine. Et bien là, quand on arrive, crac, crac, la paroi, elle est énorme. Donc, entre ça et ça, il n'y a pas photo. C'est clairement beaucoup plus gros. Deuxièmement, là, si vous-même regardez de l'autre côté, la graisse au contact, elle est très noire, il n'y a pas de souci. Noire comme en sous-cutané ici, hein, c'est de la graisse. Ici aussi. Et bien là, en regard de l'épaississement de la paroi, la graisse, elle est toute grisée. Elle est infiltrée. Ensuite, je continue. Cette image en coupe sagittale. Si vous descendez ici, vous voyez des petits diverticules. Donc, on a bien le troisième signe. Donc, on a nos trois signes de la diverticulite aiguë. Et enfin, j'avais mis une autre image où il y avait ça. Qu'est-ce qu'il y a ici? En fait, on a du côlon ici, enfin du tube digestif, là aussi. On voit la paroi est toute fine ici, la graisse bien noire devant. Là, la paroi, elle est épaissie. Et il y a une espèce de gros truc devant ici. Qu'est-ce que c'est ce machin-là? C'est pas du tube digestif, sinon il y aurait du blanc dedans. C'est pas un organe, hein, c'est pas le rein, c'est pas le foie ou la rate. En fait, c'est une collection qui est en train d'être mise en place. Et en fait, ça, c'est une diverticulite aiguë qui est en train de se compliquer d'un abcès.
Donc là, on avait une complication, la collection. Donc c'était bien un examen injecté, on a bien du produit contraste dans les vaisseaux. L'opacification, elle a été faite par voie basse, on est dans le côlon, hein. Donc on met un tuyau dans les fesses, on envoie du blanc. On retrouve des arguments qui expliquent la biologie. C'est pas une diverticule non compliquée puisqu'il y avait une grosse patate. Et on ne peut pas écarter un cancer. Quand vous voyez ce truc-là, bah, vous n'êtes jamais certain que ça, c'est pas un cancer qui est en train de se surinfecter. C'est pour ça que devant toute diverticulite aiguë compliquée, à distance, il faut faire une coloscopie pour rechercher un cancer. Image de diverticule. La graisse est bien noire et on a plein de petits ronds, plein de petits diverticules. Image de diverticulite. Ici, la paroi est fine, la graisse bien noire en regard. Là, la paroi, elle est complètement épaissie. Et en regard, bah, c'est complètement sale. Il y a plein de graisse infiltrée. Vous ne pouvez pas tracer la limite avec un crayon. Alors que là, on peut très bien tracer la limite avec un crayon. Que peut donner une diverticulite aiguë? Des complications thromboemboliques comme toute pathologie infectieuse inflammatoire ou tumorale. Un syndrome occlusif du grêle, oui, pas que du côlon, du grêle aussi, hein, avec un ileus réflexe, donc une occlusion fonctionnelle. Une fistule, on va voir laquelle est tombable. Un syndrome occlusif colique. Donc là, tout était vrai. Quel signe clinique présenterait votre patient si cet examen était le sien? Alors, ici, j'ai inversé un petit peu la clinique et l'imagerie pour vous faire raisonner devant une imagerie. Mais en gros, premièrement, alors, le patient, il est couché sur le dos. On voit ici la charnière lombo-sacrée. Et du coup, patient couché sur le dos, le ciel, on va dire, est vers ici. La fistule à connaître, c'est la fistule colovésicale. Comment on met en évidence une fistule colovésicale? En fait, pourquoi? Parce que le côlon inflammé a touché la vessie qui s'est inflammée par contiguïté. Ça a fini par faire une communication entre les deux. Comment on voit ici une fistule? Très simple. On met un tuyau dans les fesses du patient. Hop, on gonfle un petit ballon d'air pour éviter que le tuyau ressorte. C'est un peu comme une sonde, comme une sonde urinaire. Et on envoie plein de blanc. Alors, il y a toujours un peu d'air dans le rectum, hein, donc c'est pour ça qu'il y a un niveau d'air qui est remonté ici. Encore une fois, le patient est couché sur le dos, donc ça remonte. Et ensuite, on fait monter du blanc. On pousse, on pousse, on pousse. Et on a la vessie qui est ici. Eh bien, normalement, dans la vessie, il ne devrait y avoir que de l'urine, hein. Il ne devait pas y avoir de blanc. Là, c'est blanc. Ça veut dire que le blanc, il est bien venu quelque part, il est venu d'ici. Et il ne devrait pas y avoir d'air non plus. Dans la vessie, le rein ne fabrique pas d'air. Donc tout ça, ça ne devrait pas être présent. Dernière chose, on voit un petit trajet ici. Difficile de voir le trajet entier, mais peu importe. Les deux choses qui doivent vous alerter ici, c'est un, le blanc dans la vessie, et deux, l'air dans la vessie. Donc, la fistule colovésicale, c'est du blanc qui passe dans la vessie, opacification vésicale, de l'air dans la vessie, et éventuellement le trajet fistule. Cliniquement, quand vous connectez un organe stérile, la vessie, avec un organe où il y a plein de bactéries, le côlon, ça se passe mal. Alors déjà, il va y avoir quoi? Pneumaturie, c'est-à-dire de l'air dans les urines, puisqu'il y a de l'air du côlon qui passe dans la vessie. Fécalurie, alors bien sûr, c'est pathognomonique si vous avez des selles dans les urines, mais c'est plus rare. Il faut une grosse fistule. Ensuite, désinfection de répétition, puisque vous mettez dans la vessie des bactéries. Et enfin, vu que la vessie est en permanence infectée, irritée, eh bien, ça irrite le muscle autour, le détruseur, qui se contracte en permanence. Donc, le muscle détruseur, quand il se contracte, il vous dit
il vous donne envie d'aller aux toilettes, et résultat, vous avez une polachyurie. Alors, il y a peu d'urine, puisqu'en fait, il ne se contracte pas parce que la vessie est pleine, mais parce qu'il y a une irritation, une épine irritative, mais vous allez aux toilettes toutes les 5 minutes. Donc, infection urinaire à répétition et polachyurie. Les autres complications, perforation, abcès, fistule, sténose, pile et phlébite, je vais y revenir. D'autres petits trucs, voilà. Alors, ici, pile et phlébite. Qu'est-ce que c'est ce truc-là qu'ils vous ont rajouté dans le collège? En gros, si je reviens, alors si je mets une image de, est-ce que j'ai ça d'anatomie? Non, c'est pas grave. Alors, juste, alors je vous mets ça, mais c'est des rappels, c'est pas pour ça que je vous le montre. Si vous regardez l'anatomie de face, vous avez le foie qui est ici, vous avez ici le tronc-porte, et le tronc-porte, il est formé par la veine mésentérique supérieure qu'on a vu tout à l'heure, le tronc splénomésarique, qui est lui-même formé par la veine splénique, ça c'est la rate. Bon, j'ai fait la rate plus grosse que le foie, mais peu importe. Voilà. Et la veine mésentérique inférieure, ici, avec d'autres vaisseaux qui drainent dedans, les veines œsophagiennes, etc. Si jamais vous avez ici, dans le sigmoïde, une infection, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez avoir des thrombus. Encore une fois, thrombus. Donc, vous pouvez avoir des petites veines de drainage qui thrombosent. Ce sont des thrombus septiques, qui sont drainés par la veine mésentérique inférieure. Et du coup, ces petits thrombus qui se décrochent peuvent passer dedans, hop, dans ici le tronc-porte, jusque dans la branche portale. En fait, ça fait des emboles septiques dans le foie. Et donc, vous pouvez avoir des abcès. Bah, c'est ça la pilée phlébite. Pilée, c'est pour le tronc-porte. Phlébite, bah, parce qu'il y a une phlébite. Et donc, ça peut aller dans le foie, faire des emboles septiques dans le foie et faire des abcès hépatiques. Donc, attention aussi à ça. À bien garder en tête que quand vous avez une infection digestive, que ce soit une appendicite ou une infection type diverticulite, vous pouvez avoir des abcès hépatiques. Donc, alors, sur les petits rappels de la reco, ça c'était juste des bonus, je les passe, et on va arriver au dossier 4. On va changer un peu de thème. Donc, juste avant le dossier 4, je rappelle les points vraiment fondamentaux. Premièrement, attention, quand vous avez une pathologie inflammatoire, infectieuse, tumorale, à tout ce qui est thrombus dans les gros vaisseaux, tronc-porte, etc. Bien connaître les images de pancréatite aiguë, le scanner, les complications, que ce soit vasculaires ou les complications locales avec pseudokystes, et puis les coulées de nécrose qui peuvent se surinfecter. Pour le cancer du pancréas, bien avoir en tête l'adénocarcinome et la tumeur neuroendocrine. Pour l'adénocarcinome, bien avoir en tête ses caractéristiques et à l'imagerie, savoir tout reconnaître, la dilatation du canal pancréatique principal, l'atrophie de la glande, etc. Bien garder en tête qu'un patient, ah oui, je ne vous l'ai pas dit, mais quels sont les modes les réflexes, j'ai dû mettre une diapo sur ça, mais à bien avoir en tête, il y a 3 choses qui doivent vous faire penser absolument au cancer du pancréas. C'est 1, le diabète, 2, la grosse vésicule palpable, et 3, une pancréatite qui surviendrait chez un sujet de plus de 50 ans. Diabète, on l'a vu, pourquoi? Parce qu'un patient qui a une atrophie du pancréas, il est diabétique. Donc, c'est la complication que vous allez avoir, et après, il peut vous faire partir sur le diabète. Donc, vraiment, un patient qui n'a pas de facteur de risque de diabète et qui déclenche un diabète, bizarre, suspect. Pensez au cancer du pancréas. Ou un patient diabétique qui se déséquilibre, on n'arrive plus à l'équilibrer, on ne comprend pas pourquoi. Pareil, attention, cancer du pancréas. La pancréatite, on l'a vu plutôt après 50 ans, puisque c'est l'âge des cancers. Donc, une pancréatite après 50 ans, pensez au cancer du pancréas. Et la grosse vésicule palpable, je l'ai mis dans un QCM, puisque quand vous avez une dilatation des voies biliaires, la vésicule
en fait, c'est juste une voie biliaire un peu plus grosse que les autres. Donc, elle va se dilater également et ça va donner une très grosse vésicule. Donc, attention à tous ces points. Et donc, on arrive sur le dossier 4. Alors, polytro, traumatisme des reins, etc. Je relis rapidement l'énoncé. Vous examinez Eric qui a 24 ans. Après une chute à vélo, alors qu'il tentait de descendre les escaliers à faible vitesse. Donc en gros, il y avait 3 marches, il a eu un peu la flemme et il s'est réché. Il se plaint d'une douleur abdominale qu'il attribue au choc du guidon, qui a heurté son ventre sous le sternum. Donc attention, un coup de guidon sous le sternum, il y a le pancréas dessous, il peut y avoir une pancréatite traumatique. Il a également des douleurs à la palpation des 10 et 11e côte gauche. Ses constantes sont normales. BU hématurie microscopique, pas d'antécédent particulier, pas de traitement, pas d'allergie. De quelles atteintes ce tableau est-il évocateur? Eh bien, ici, premièrement, rupture de l'isthme aortique. Alors, la rupture de l'isthme aortique, ce n'est pas en loupant une marche. La rupture de l'isthme aortique, ce sont des traumatismes à haute cinétique. Traumatisme à haute cinétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, le patient, il roule sur la route, la nationale, tout se passe bien jusqu'au moment où il y a un arbre qui traverse et il se prend l'arbre en voiture. Je rappelle que l'aorte, en fait, si vous regardez de profil, il y a une partie qui est fixée au rachis, ici, c'est l'aorte descendante. Ah mince, voilà, hop. Il y a une partie qui est libre, c'est l'aorte ascendante, et du coup, il y a une jonction, en fait, ici, entre tout ce qui est libre et tout ce qui est fixé. Et donc, si vous faites une décélération brutale, ben, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui est fixé reste accroché derrière au rachis. C'est un peu comme une ceinture de sécurité. Et ce qui n'est pas fixé ici, ben, ça part en avant, puis ça revient en arrière, ça cisaille et ça fait une rupture de l'isthme aortique. Donc ça, pour des mécanismes à haute cinétique. Une atteinte rénale, oui, possible. Il a mal au niveau des côtes qui sont juste en regard des reins, donc oui. Rupture vésicale, c'est pareil, hein, il faut des gros fracas. Généralement, c'est associé avec des traumatismes, des fractures du bassin. Fracture costale, oui, il a mal quand on fait l'examen, donc oui, c'est possible. Et atteinte viscérale, oui, hein, il a le pancréas avec le guidon, il peut aussi avoir la rate avec les côtes, donc tout à fait possible. Quand devez-vous classiquement évoquer une atteinte rénale? Alors, l'atteinte rénale, il faut l'évoquer, pour faire simple, dans 2 grands mécanismes. Il y a 2 façons de casser le rein. Soit vous tapez directement sur le rein, soit vous faites également une décélération rapide, puisque quand vous faites une décélération rapide, en gros, vu que le rein n'est pas fixé, eh bien c'est pareil, il peut y avoir un effet de cisaillement, et résultat, le rein qui se déconnecte avec les vaisseaux qui se déchirent, etc. Donc soit l'impact, soit la décélération rapide. Alors, hop, donc ici, devant la fracture de la 5e côte, non. 5e côte, hein, elle est dans le poumon, donc on oublie. Devant la fracture d'une apophyse transverse de L1, oui, le rein il est à ce niveau-là, à peu près. Devant la fracture de l'apophyse transverse de L5, non, c'est beaucoup trop bas. Devant une décélération rapide, oui. Et devant une hématurie macroscopique avec caillots dans les urines, oui également. Le médecin senior des urgences prescrit un scanner ARIC que voici. Quelles sont les bonnes... Ah oui, alors juste un point, effectivement. Je reviens juste sur l'hématurie macroscopique avec caillots dans les urines. Attention, parce qu'il y a souvent une petite confusion sur la différence entre hématurie urologique et hématurie néphrologique. En gros, la fameuse épreuve des 3 vers, quand vous avez une hématurie initiale, c'est simple, c'est l'urètre qui saigne ou ce qui se jette dans l'urètre, c'est-à-dire la prostate. Bon. Donc, c'est urétro-prostatique. Ça, c'est pas compliqué. Quand vous avez une atteinte vésicale, la vessie, ça saigne,
le sang coagule, ça tombe au fond. Vous avez donc une hématurie terminale, puisque d'abord, vous envoyez l'urine propre, et à la fin, ce qui reste au fond, l'utriseur se contracte et ça envoie tout le sang avec les caillots. Et quand vous avez une hématurie néphrologique, et j'ai volontairement mis ce schéma parce qu'il y a une erreur dessus, c'est pas rénal ici, c'est néphrologique, ça fait une hématurie totale. Pourquoi je barre rénal? Parce que, en fait, une hématurie néphrologique, ça donne une hématurie totale, parce que c'est du sang qui est passé dans les petits tubules pour être filtré, et ce sang-là, pour pas coaguler et pas boucher tous les petits tubules, il a subi l'action d'une enzyme, l'urokinase tubulaire, enfin peu importe, qui fait qu'il ne coagule pas. Et donc quand il tombe dans la vessie, enfin dans l'urine, eh bien, vu qu'il ne peut pas coaguler, il reste dilué, et donc ça vous fait colorer toutes les urines. Donc ça fait une hématurie totale. Donc ça, c'est essentiellement les hématuries du collège de néphro, les hématuries intellectuelles, les hématuries glomérulaires, par exemple. Mais si jamais vous avez une tumeur sur le rein ou un traumatisme du rein et que ça saigne, ce n'est pas une hématurie néphrologique, c'est une hématurie urologique, puisque c'est du sang qui vient des vaisseaux normaux, qui n'a pas subi l'action de l'urokinase tubulaire. Donc ce sang-là, quand il tombe dans la vessie, il va faire des caillots également, et il va tomber au fond de la vessie. Donc ça va faire une hématurie terminale avec des caillots. Donc c'est pour ça que l'hématurie urologique, il y a des caillots. Et encore une fois, une tumeur du rein, c'est une hématurie urologique. Un traumatisme du rein, c'est une hématurie urologique. Et les hématuries néphrologiques, par exemple glomérulaires, là, il n'y a pas de caillots puisque c'est du sang qui a subi une action enzymatique de l'urokinase tubulaire. Alors, le médecin prescrit un scanner que voici. Alors ici, avant de un petit rappel, avant de regarder le détail, je vous rappelle que le scanner, il ne faut pas confondre scanner rénal et uroscanner. Alors, il y a une erreur dans le collège d'uro, mais peu importe, ils ne vous piégeront pas sur ça. Mais pour bien que ça soit clair, le scanner rénal, on veut voir le rein, par exemple, pour regarder, pour chercher une tumeur. Voilà. Ou l'uroscanner, on veut voir toute la voie excrétrice. Ça veut dire qu'on va faire un temps spécifique, qui est dit le temps excrétoire, pour bien voir non seulement les cavités pyélocalicielles, mais aussi l'urtère et la vessie. Donc on regarde tout. Voilà. Uroscanner, ce n'est pas que le rein. Il y a une classification pour les traumatismes du rein à connaître, qui vous ont mis dans le collège de Réa, parce qu'elle est, en fait, elle n'est pas très dure et elle est assez tombable, parce que c'est très caricatural. Le stade 1, en gros, c'est vous tapez sur le rein et vous avez un hématome sous-capsulaire. Alors, qu'est-ce que c'est l'hématome sous-capsulaire? C'est vous tapez sur le rein, vous le faites un peu saigner, mais vous ne tapez pas assez fort. Résultat, le rein ne se déchire pas. Et vu que le rein ne se déchire pas, eh bien, ça garde le sang dessous. Voilà. Donc ça fait un hématome, un peu comme une ampoule. Voilà. Ça, c'est l'hématome sous-capsulaire. Si jamais vous tapez, donc c'est du grade 1. Si jamais vous tapez un peu plus fort dessus, vous déchirez la capsule, le sang sort à l'extérieur, il diffuse, c'est l'hématome périrénal. Donc l'hématome périrénal, si vous avez tapé un peu plus fort, vous avez cassé le rein, vous avez fait une petite fracture et vous avez déchiré la fracture. C'est du stade 2. Quand vous avez une plus grande fracture, c'est du 3, peu importe. Le 4, c'est vous avez atteint en plus la voie excrétrice ou les branches principales de vascularisation. Et le 5, le rein est complètement détruit. Ce qu'ils aiment bien, c'est le 1, image typique, le 2, image typique, et le 4, où il y a une fuite d'urine. Je vais vous montrer ces images. Alors, premièrement, hop là. Voilà, ici, l'hématome sous-capsulaire. L'hématome sous-capsulaire, il y a le traumatisme. Vous avez, du coup, un hématome qui s'est formé. Il a décollé la capsule. Vous voyez, on voit toujours la capsule tout autour. C'est super bien limité, du coup. Voilà, bah, ça, c'est un hématome sous-capsulaire. Attention à un petit piège.
Ici, quand vous voyez ça, c'est très difficile à l'œil de savoir si c'est un hématome récent ou pas. Pourquoi? Tout simplement parce que je vous rappelle que souvent il y a une erreur qui est faite. C'est pas parce que c'est gris que c'est pas du sang et que c'est pas du sang récent. Pourquoi? Parce que le sang, il n'est pas spontané, il est pas juste hyperdense. Le vrai terme, c'est spontanément hyperdense. Pourquoi il y a le spontanément devant? En fait, ça fait toute l'importance. C'est que spontanément, ça veut dire en contraste spontané, sans injection. Le sang, sans injection, il vous apparaît blanc. Parce que sans injection, je reviens sur ça juste après, mais voilà, ne regardez pas l'image à droite, regardez juste à gauche. Sans injection, tout est gris, il n'y a pas d'injection, donc tout est gris. Le rein est gris. Et du coup, si vous avez un hématome, il apparaît blanc. L'hématome, ça fait à peu près 50 unités osphile. Donc c'est plus blanc que le reste, plus blanc que le rein par exemple. Si jamais vous injectez du produit de contraste, eh bien qu'est-ce qui se passe? Le produit de contraste, c'est pas 50, hein, ça va rehausser le rein à peut-être 100 ou 150. Résultat, votre hématome ici, qui est toujours blanc, hein, à côté d'un truc qui est ultra blanc, il vous apparaît gris. Donc attention, quand vous avez injecté, ne vous attendez pas à avoir un hématome, un truc blanc. Le truc blanc, c'est sur le scanner sans injection. Donc ici, vous avez injecté, le rein est ultra blanc. Donc ici, à l'œil, il faudrait mesurer la densité pour savoir. Mais sur le scanner avec injection, c'est très difficile de savoir. L'hématome périrénal, ici, vous avez cassé le rein. Et du coup, le sang fuse tout autour. Alors, c'est difficile à voir puisqu'il n'y a plus la capsule pour bien savoir où ça s'arrête. Donc, c'est beaucoup moins bien limité. On peut affirmer qu'il s'agit d'un neuroscanner? Non. Il aurait fallu voir toutes les cavités, des cavités piélo-calicielles jusqu'à la vessie. On retrouve une fracture rénale gauche? Non. Sur la première image, c'est juste un hématome sous-capsulaire. Donc, l'hématome périrénal, on oublie aussi. Et l'atteinte des voies excrétrices, on oublie aussi. Le compte-rendu du radiologue mentionne notamment un hématome sous-capsulaire rénal gauche sans autre atteinte de la voie excrétrice ou du rein. Quelle est la classification possible de ce traumatisme selon la AST? Eh bien, c'est du grade 1. On l'a vu, hématome sous-capsulaire et grade 1. Quelle aurait été la classification si jamais il y avait eu un hématome périrénal avec une petite fracture? C'est du grade 2. Alors, maintenant, on vient sur le polytro. Alors, le polytro, pour faire simple, l'urgence, c'est est-ce qu'il va mourir si on fait rien dans les quelques minutes? Donc, au tout début, un polytro, je vous rappelle que c'est un patient qui a donc au moins 2 traumatismes, 2 lésions, et dont au moins une engage le pronostic vital. Donc, si vous êtes cassé les 2 orteils du pied droit et du pied gauche, vous n'êtes pas un polytro. Ici, première chose, radio du thorax, radio du bassin, phase écho. Puis, si le patient est stable, le scanner. Ces examens-là, ils ne sont pas là pour rechercher une petite fêlure de côte, hein. La radio du thorax est là pour chercher le pneumothorax compressif qui va tuer le patient très vite si jamais on ne le traite pas. La radio du bassin, elle recherche des gros fracas du bassin qui sont souvent associés à des hémorragies cataclysmiques qui font emboliser. Et la phase écho, elle recherche quoi la phase écho? Ça prend 5 minutes. C'est un coup sur le péritoine. Est-ce qu'il y a un épanchement ou pas? En gros, est-ce qu'il y a du sang? Est-ce qu'il s'est explosé la rate? Un coup sur la plèvre. Est-ce qu'il y a du sang ou pas? Hémothorax. Un coup sur le péricarde. Est-ce qu'il y a du sang ou pas? Pareil, l'hémopéricarde. Donc, c'est pas une écho, c'est vraiment c'est une écho de débrouillage, hein. Ça se fait au lit du malade en 5 minutes. Ça va pas aller rechercher la petite lésion dans le foie. Ensuite, le patient est scanné. Et là, on va rechercher plus précisément les lésions.
Alors, un piège classique, c'est que le body scan, contrairement à ce que son nom indique, ça n'est pas un scanner du corps entier. C'est un scanner de tout ce qu'on ne peut pas évaluer cliniquement. Je m'explique. Si jamais le patient n'a rien sur le bras, par exemple, ou la jambe, ça ne sert à rien de le scanner, puisque vous voyez cliniquement. Une jambe, si elle est cassée, si vous avez une fracture de la jambe, cliniquement, vous posez le diagnostic. Donc, ça veut dire qu'on ne fait que ce qu'on ne peut pas faire avec fiabilité de façon clinique, c'est-à-dire tout sauf les 4 membres. Donc, le body scan, il n'y a pas les 4 membres. Bien sûr, si jamais il a la jambe droite explosée, il aura en plus la jambe droite, on peut la rajouter. Mais elle n'est pas faite en systématique, parce que si jamais cliniquement il n'y a rien, ça ne sert à rien d'aller regarder, de faire un scanner de la jambe. Donc, quelles sont les bonnes réponses concernant le bilan radiologique d'un polytraumatisé? Fast écho comprenant la recherche d'un épanchement péricardique. Fast écho comprenant la recherche d'un épanchement pleural. Fast écho comprenant la recherche d'un épanchement intrapéritonéal, donc les 3 choses. Le scanner des membres inférieurs n'est pas systématique. Et l'hélice abdominale, au temps portal, est inutile? Non. Alors, je vous ai mis ça parce que de plus en plus, ils utilisent ces termes-là dans les QCM. Hélice, pourquoi hélice? Ça veut dire juste passage. Hein. Ça veut dire pourquoi? Parce que le scanner, c'est une acquisition maintenant hélicoïdale. Et le temps portal, c'est le temps, disons, qui permet de voir les organes. Donc, il est fondamental pour vérifier qu'il n'y ait pas d'hématome, des choses comme ça dans les organes. Alors, je vous montre cette image. Qu'est-ce que c'est ça? Je vous laisse regarder quelques secondes. On a une hyperdensité spontanée dans la tête en lentille biconvexe. C'est un hématome extradural. C'est blanc. Sans injection, c'est blanc. Très blanc. Attention, parce que dans le ventre, même si c'est blanc, c'est quand même moins blanc que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, dans le cerveau, il y a de la myéline. La myéline, c'est de la graisse, et la graisse, c'est noir. Donc, en fait, le cerveau, il est très noir sans injection, très foncé. Donc, du sang à 50 du théosphin, ça vous saute aux yeux. Dans le ventre, les organes, ils ne sont pas bourrés de graisse. Donc, dans le ventre, quand vous avez du sang, comme c'est le cas ici, c'est un hémopéritoine, eh bien, ça vous paraît moins, c'est pas aussi blanc que dans le cerveau. Voilà. Mais tout ça, c'est plus blanc que, que la graisse, bien évidemment, mais que le muscle psoas ici, par exemple. Voilà. Donc, tout ça, c'est de l'hémopéritone. À ne pas confondre, je vous montre volontairement l'image, avec ça. Ici, c'est blanc, archi blanc. Si c'est blanc, archi blanc, c'est qu'il y a du contraste. Et s'il y a du contraste, ça ne peut être que 2 choses. Soit c'est du sang, et là, le patient, quand il a 1 litre de sang ou 2 comme ça dans le ventre, clairement, il est mort, ou il est très mal. Donc, il est en état de choc, etc. Soit, si c'est pas du sang et qu'il va bien, enfin, bien, c'est pas relatif, mais en gros, qu'il est complètement stable, c'est que c'est autre chose qui a du sang, qui a du contraste, c'est les urines. Donc ça, typiquement, c'est une lésion vésicale. Toute l'urine, plein de contraste qui était dans la vessie a explosé, l'urine va partout. Autre exemple ici, vous avez le rein. C'est un scanner injecté, il y a du produit de contraste. On le voit ici dans l'urétère de l'autre côté. Vous avez, donc on atteint un petit peu que le rein filtre le produit de contraste. Et là, en fait, le produit de contraste est en train de fuir de tous les côtés. Et bien ça, c'est typique d'une lésion, soit des cavités piélo-calicielles, soit d'urétère, soit de la jonction piélo-calicielle. En fait, c'est en train de fuir. Voilà. Donc, c'est les 3 images, le sous-capsulaire, le périrénal et la fuite, à bien avoir en tête. Ensuite, alors, hop là, un petit point aussi, pareil, des trucs un peu à la mode. Quand vous avez une suspicion d'hématome,
Alors, les deux gros hématomes tombables pour les ECN, c'est l'hématome du psoas et l'hématome de la paroi abdominale. Typiquement chez les sujets âgés, sous anticoagulants. Pourquoi? Parce que en fait, on fait tous des petits traumatismes musculaires, on déchire tous des petites fibres musculaires, hein. Surtout les psoas. Les psoas, quand vous marchez, vous courez, etc., vous faites des micro-traumatismes. C'est pas grave, ça cicatrise. Sauf que si jamais vous êtes sous anticoagulant, bah, ça peut ne pas s'arrêter de saigner. Donc, c'est pour ça que c'est souvent des hématomes, soit de la paroi abdominale, c'est des muscles de maintien, soit des psoas. Hématome, c'est un passage sans injection, un passage avec injection. Pourquoi? Parce que là, vous avez un hématome de la paroi abdominale. Le sans injection va vous permettre de dire est-ce qu'il y a un hématome ou pas. Oui, alors c'est un hématome ancien, donc il est moins blanc que les autres que je vous ai montrés. Mais quand vous avez ça, c'est très important de savoir est-ce qu'il y a un hématome qui s'est formé et ça ne bouge plus, ou est-ce que c'est un hématome qui s'est formé, mais c'est encore en train de saigner, et donc il y a encore du sang qui arrive dans l'hématome. Parce que dans ce cas-là, il va falloir faire quelque chose, il va falloir arrêter le saignement. Donc, le passage sans injection vous permet de voir l'hématome. Le passage avec injection vous permet de voir s'il y a du sang, du blanc qui arrive dedans. Là, c'est un tout petit point blanc qui arrive, mais c'est pour vous montrer, pour faire comprendre l'esprit. Ça veut dire qu'il y a du sang qui est en train d'arriver dedans encore, donc c'est encore en train de saigner. Alors, hop, je continue. Alors, où c'est qu'elle est passée? Hop. Alors, petites images aussi à la mode. Ça, qu'est-ce que c'est? Je vous laisse regarder un petit peu. Alors là, je vous montre une image sans contexte clinique, c'est dur, hein. Bien sûr, le jour J, vous aurez le contexte clinique, etc. Mais c'est une image à la mode. Alors, pour répondre pour la question de Fanny, l'hématome de la paroi, c'est hors programme, mais je réponds. Soit c'est un tout petit saignement et on ne fait rien, on contrôle parce que peut-être que l'hématome, la taille de l'hématome va finir par comprimer et arrêter le saignement. C'est la première possibilité. Soit on peut faire, si c'est vraiment un saignement plus important, on peut emboliser en radiologie interventionnelle. On va aller boucher le vaisseau qui saigne. Donc ça, en fait, le scanner injecté va permettre de savoir un peu euh, d'où ça saigne et l'artériographie juste avant de boucher les vaisseaux, idem. Ça peut également être des prises en charge chirurgicales. Après, tout dépend du contexte, de l'état du patient, etc. Du coup, ici, en gros, on a un patient en IRM vue de face. On voit un petit peu de foie ici qui dépasse. Tout ça, c'est du tube digestif. Tube digestif, hein, encore une fois, la paroi, elle fait 1 mm, elle est fine. Et bien là, sur ça, c'est pareil, il y a un problème. La paroi, au lieu d'avoir une paroi d'1 mm, elle est beaucoup plus épaisse. D'ailleurs, on voit limite, en fait, on voit plusieurs couches, tellement elle est épaisse. On voit les différentes couches de la paroi. Donc ça, c'est une inflammation de la paroi, du grêle ici. Et c'est comme en cutané, rougeur, chaleur, douleur, tuméfaction, hein. Bon, la douleur, bah, ça fait mal. La tuméfaction, ça gonfle, donc élargissement de la paroi. Rougeur et chaleur. Pourquoi rouge et chaud? Parce qu'il y a une vasodilatation qui amène plus de sang. Bah, dans le ventre, ça amène plus de produits de contraste. Donc, résultat, c'est beaucoup plus blanc que le reste ici. Ça flash, parce qu'il y a plus de produits de contraste. Et les vaisseaux qui se dilatent, en plus, on les voit. Tous ces vaisseaux-là, c'est des petits vaisseaux d'alimentation du grêle. Ils sont perpendiculaires comme ça. Normalement, on ne les voit pas. Bah là, vu qu'ils sont dilatés, on les voit apparaître. En fait, ça fait comme un peigne, en fait. C'est ça, le signe du peigne. Et ça, c'est dans les atteintes du Crohn. Donc ici, c'est une iléite de Crohn. Hop. Ça, c'est quoi?
Alors, toujours pareil. Normalement, la paroi, elle est toute fine. Voilà. Et là, on a une paroi qui est épaissie, un peu comme tout à l'heure, mais sauf qu'elle est épaissie partout. Ici aussi, à droite comme à gauche. On est au niveau du côlon. C'est un épaississement pariétal comme ça. Alors, c'est très bien, ça peut être une RCH, tout à fait. En gros, c'est une colite. Après, est-ce que c'est une colite inflammatoire, infectieuse, etc. à voir, mais déjà, c'est une atteinte, un épaississement de la paroi du côlon. Très bien. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ouais, hématome du psoas, très bien. On a le psoas gauche ici, le psoas droit, qui a augmenté de taille. Alors c'est dur à voir parce que c'est un hématome un peu ancien, mais il y a une zone qui est plus claire que l'autre. C'est un hématome du psoas. Très très bien. Donc c'est l'autre hématome avec l'hématome de la paroi abdominale à avoir en tête. Alors, je continue. Un petit, où c'est que c'est passé? Hop là. Tout à l'heure, je vous ai fait un petit rappel sur les trois branches ici du tronc cœliaque, l'artère mésentérique supérieure et les artères rénales. Ces trois branches, il faut les connaître, hein, les branches du tronc cœliaque. Un, l'artère splénique, dont on a parlé plein de fois. Deux, l'artère gastrique gauche. Trois, l'artère hépatique commune, puisqu'elle va donner du sang non seulement pour le foie, mais pour d'autres organes. Et il faut également connaître celle qui descend ici, c'est l'artère gastro-duodénale. En fait, elle va alimenter l'estomac et le duodénum. Pourquoi il faut connaître cette artère gastro-duodénale et l'artère gastrique gauche ici? Parce que c'est elle qui saigne dans les ulcères hémorragiques. Si on vous fait un ulcère de l'estomac, qui creuse, et qui rencontre un vaisseau, ça va éroder le vaisseau, du coup ça va faire saigner hématémèse. Eh bien, si c'est dans l'estomac, ce sera la gastrique gauche. Si c'est dans le duodénum, au niveau du bulbe, ça sera l'artère gastro-duodénale. Donc ces artères, il faut les connaître. Et voilà, c'était ça que je cherchais tout à l'heure. On a en coupe axiale, aorte derrière avec veine cave, en avant, l'artère mésentérique supérieure et à sa droite, la veine mésentérique supérieure. Donc si vous avez ça en tête, à partir du moment où on fait une coupe, où qu'elle soit, aorte, en avant, un petit vaisseau, l'artère, à sa droite, la veine, tout autour, le pancréas. Peu importe la coupe, en avant, un petit vaisseau, l'artère, à sa droite, la veine, etc. etc. C'est toujours pareil. Alors, hop, ça, c'est pour vous marquer l'esprit. Alors, on vous piégera pas sur ça, mais c'est pour vraiment que vous reteniez le truc super à la mode. Ici, c'est un patient qui a un cancer du côlon. Scanner pour le bilan d'extension. On tombe sur ça dans le foie. Qu'est-ce que c'est le plus probablement? Une métastase. Est-ce qu'on passe à la question suivante? Non, un réflexe. On ne vous mettra pas cette image, mais c'est pour marquer l'esprit. Cancer, inflammation ou infection, regardez les vaisseaux. Et bien là, on a la veine hépatique gauche, la veine hépatique médiane et la veine hépatique droite. Mais en fait, dans la veine hépatique droite, il y a un thrombus. Voilà, on ne vous mettra pas cette image, mais c'est pour vraiment vous marquer l'esprit. Pensez à regarder les vaisseaux. Alors, hop, un truc qu'ils aiment bien aussi. Maintenant, les noms propres, hein, ils sont progressivement bannis, mais il y a un nom propre qui reste encore dans des dossiers des QI, etc. C'est la loge de Barretti. Qu'est-ce que c'est la loge de Barretti? C'est au niveau du médiastin, entre la trachée, qui est ici,
Derrière, vous avez l'œsophage. Et la veine cave. Et vous avez ici, hop, un ganglion. Et en fait, dans cette zone-là, pardon, la veine, hop, vous avez des structures qui passent, notamment le nerf vague, le récurrent et le nerf phrénique. Et donc, vous pouvez après avoir toute la symptomatologie qui va quand on atteint, par exemple, le nerf vague, etc. Donc, à garder également à l'esprit. Donc, cette loge-là, qu'on appelle aussi intertrachéocave, puisque c'est entre la trachée et la veine cave supérieure. Bien sûr, là, vous avez l'aorte à côté qui passe, la crosse de l'aorte. Hop, voilà. Donc, à garder à l'esprit aussi. Alors, maintenant, j'arrive sur quelques conseils pour terminer la conférence. Premièrement, je vous l'ai dit au début, anatomie, physiologie, donc ne négligez pas ça. L'anatomie, c'est l'anatomie qui a un impact clinique derrière. Donc attention aux vaisseaux. Les vaisseaux, l'artère mésenterique supérieure, c'est quelque chose qui tombe très fréquemment, hein. Donc c'est tombé, ça retombera sur des coupes de scanner, etc. Il faut l'avoir en tête. La physiologie, pareil, il y a de plus en plus de questions sur ça. C'est fondamental quand vous révisez vos items, etc., de comprendre, vraiment de comprendre au maximum pour faire les liens, pour mieux retenir et aussi pour ne pas vous faire piéger sur tout un tas de questions qui sont interprétées par vos prédécesseurs comme des questions de détail, des questions de par cœur, des questions ça tape dans les coins, qui en fait ne sont que des questions de compréhension pour voir si vous avez compris et pour sélectionner les gens qui ont compris. La sémiologie, je vous l'ai dit tout à l'heure, multipliée par 4 par rapport à l'ancien ECN rédactionnel. Donc, il y en a de plus en plus dans les consignes. Moi, je fais une carrière universitaire, je suis chef de clinique à Paris et je suis dans la voie universitaire, donc j'ai participé aux nouveaux programmes, etc. Et en fait, dans les consignes, il y a de mettre de plus en plus de sémiologie, de toutes ces questions-là. Vraiment, donc attention à ça. La compréhension, je l'ai dit, le raisonnement devant une imagerie, j'ai essayé de vous expliquer un petit peu. D'abord, avant même d'ouvrir l'image, il faut dans votre tête que vous ayez le zéro, les signes radiologiques et les complications, et comme ça, vous n'oublierez rien et vous ne vous ferez pas piéger. Ne négligez pas le cours, même si là, on approche de l'échéance, il faut quand même garder un petit peu de cours en révision, il ne faut pas faire que de l'entraînement et des DP. Les conférences de consensus ciblées les 2 dernières années, de toute façon, les autres, elles sont intégrées dans vos référentiels. Vous savez qu'officiellement, maintenant, quand il y a une divergence entre plusieurs sources, c'est la reco qui l'emporte. Mais dans les faits, souvent, les questions sont modifiées ou supprimées. C'est-à-dire que si jamais le collège de pédia dit blanc, le collège d'ortho dit marron et la reco dit rouge, c'est la reco qui l'emporte. Mais généralement, comment dire, la question est enlevée pour justement qu'il n'y ait pas de façon de défavoriser un peu bêtement. Je vous ai mis un site qui est pas mal, il y a des recos faites sous forme de fiches qui sont pas mal faites. Alors, il n'y a pas tout loin de là, mais je vous invite à le regarder, c'est le Recoblog. Pour les annales, si vous en avez fait déjà, c'est très bien. Si vous n'en avez pas fait encore, pas de panique, hein. Ce qui est pas mal, c'est de faire, voilà, là on arrive fin mars, début avril, c'est de faire un gros pool, en fait, vous faites une pause dans votre programme, vous faites toutes les annales d'un coup. Ça vous permet en fait de vous formater un peu à ce qui est tombé aux ECN. Ça vous fait une pause dans vos révisions, votre programme, et ça vous met le doigt un petit peu sur ce qui vous fait défaut. Donc si la cardio, ça passe nickel, ok. Si l'endoc, c'est un peu oulala, bah, ça vous permet de forcer un peu sur les trucs qui font le plus défaut. Donc c'est pas mal de faire un gros pool d'annales comme ça. Après, vous pouvez le faire au fur et à mesure, mais c'est une façon de faire. Un autre point également, maintenant quand vous faites des dossiers d'entraînement, il ne faut pas refaire les dossiers plusieurs fois, c'est-à-dire que quand vous faites le dossier, il faut absolument que vous ayez une fiche avec vous et que vous notiez tous les éléments qui vous ont fait défaut. Donc plutôt que si vous perdez des points sur par exemple une question ou deux dans le dossier, ça sert à rien de refaire le dossier juste pour ces deux questions. Vous faites une petite fiche et vous notez sur cette fiche-là les points des deux questions et vous l'intégrez aux fiches de révision. Comme ça, vous allez gagner du temps, vous allez pouvoir faire plus de dossiers d'entraînement et vous ne reviendrez pas 10 fois sur le même dossier, et en vous replantant sur les mêmes questions. Ensuite,
quelques petits conseils encore supplémentaires. Alors, la LCA, toutes les semaines, et même là, alors oui, point important, la LCA, quand vous faites des entraînements de LCA, pour en faire beaucoup, il ne faut pas lire l'article en entier. Quand vous faites des entraînements, il faut vraiment, vous lisez la question, vous allez chercher la réponse dans l'article. Comme ça vous fait des allers-retours comme ça. En plus, ça va vous permettre de vous formater un petit peu, de savoir exactement comment sont construits les articles. C'est toujours la même chose. Et au bout d'un moment, vous allez savoir que telle information, elle se trouve dans l'intro, telle information, elle se trouve dans matériel et méthode, telle information, elle se trouve au début des résultats ou à la fin. Et voilà. Donc, c'est comme ça que vous pourrez en faire plein. Donc, il faut absolument en faire toutes les semaines, voire les 2 mois avant, 2 par semaine, mais sans passer 4 heures à lire l'article et après à faire les questions, vraiment en optimisant le temps. Donc vous lisez les questions, vous allez chercher dans l'article les réponses. Pareil, l'imagerie, je vous en ai montré plusieurs, il faut en voir un peu toutes les semaines. C'est pas grave si vous voyez de l'imagerie qui n'est pas en rapport avec ce que vous êtes en train de réviser. Le but, l'idée, hein, c'est vraiment de voir des images. Plus vous allez en voir, plus ça va rentrer, plus ça va vous paraître simple. Et donc, il faut en voir, voir et en revoir. Alors, oui, alors bon, bien sûr, CIDES est en PLS, mais bon, il y a l'UNAS-CIDES, voilà, vous connaissez tous les problèmes qu'il y a eu. Ce qu'il faut absolument avoir fait pour s'entraîner, c'est tous les trucs à la fin des collèges. Bien évidemment, il faut parfaitement les maîtriser. Vous avez en plus les confs et les concours blancs, d'autres supports. Je vous ai rajouté un truc ici, winmed.fr, je ne sais pas si vous connaissez. C'est en gros, c'est pas un truc privé comme les conférences, c'est pas non plus un truc public comme le tutorat, c'est une start-up qui a été montée par des universitaires, entre autres, et qui a eu des fonds publics pour se développer. En fait, l'idée, c'était de faire, ils partaient du principe que les collèges ne permettaient pas assez de comprendre, etc. Donc, ils ont bossé avec des chefs de clinique, etc., des internes pour faire des supports euh, qui se supplémentent, enfin, qui sont des supplémentaires au collège pour vraiment optimiser les révisions. C'est pas mal fait du tout. Alors moi, je les connais parce que moi, dans mon cursus universitaire, ils ont un outil pour les écosses que l'Université de Paris va peut-être tester. Donc, j'ai pu un petit peu voir comment ça se passait. Donc voilà, donc je vous invite à regarder. C'est payant, mais c'est moins cher que le reste. Donc après, il y a d'autres sites de support d'entraînement, etc. Mais ça, je trouve que c'est pas mal. Et dedans, la LCA, elle est faite par Jérémy Laurence. Il fait des très très bonnes LCA. Ça fait partie des LCA à vraiment avoir faites. Il y a également de la thérapeutique dedans qui est pareil, qui est très très saine. Donc voilà, donc je vous invite à regarder ça. Quoi de plus? Je vous ai mis mon adresse mail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Et également, pour ceux qui veulent, j'ai créé un Google Group. À quoi ça sert? C'est quand je reçois une question, je réponds à l'étudiant et je réponds aussi sur le Google Group. Comme ça, tout le monde a la réponse. Tout le monde peut profiter des autres questions. Donc, si jamais ça vous dit, bah, il suffit que vous m'envoyez à la fin là, dans le chat votre adresse mail ou par mail. Et comme ça, je vous rajoute dans le Google Group et vous verrez quand je réponds à des questions. Il me reste à vous souhaiter bon courage pour la dernière ligne droite et la fin de l'année. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les envoyer ou autres. Et puis, je croise les doigts pour vous. À bientôt.